Je me présente, Agnès Weiss, je suis chargée de mission pour Salon de Provence et j'ai été nommée suppléante d'Antoine Bodino, votre candidat pour la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je vais lui laisser la parole afin qu'il vous expose sa feuille de route de député. Ma feuille de route de député, déjà, il faudra être élu, évidemment, pour la mettre en place. D'ailleurs, pour ça, je veux tous vous remercier d'être venus ce soir. Je veux remercier évidemment Agnès de m'aider dans ma lourde tâche. Elle a encore fini, je crois, à 10h30 hier déboîtage sur Salon de Provence pour justement présenter mon programme de député si jamais je suis élu. Et je vais évidemment aussi du coup remercier tous les militants de Salon et des autres communes de notre circonscription parce qu'on fait un sacré travail. Par exemple, pour cette réunion à Grance, on a envoyé un flyer, un tract par habitant de Grance. On a distribué dans toutes les boîtes aux lettres pour inviter le maximum de personnes. Et je sais que là, à peu près, on est à 150 000 tracts distribués en tout sur toute la circonscription, la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Donc c'est un énorme travail et félicitations à tous les militants qui participent à ce boulot. C'est pas fini, on est juste à J-8 avant le premier tour de cette élection législative. Donc la pression monte, il faut garder le rythme. Je vous fais confiance pour le garder parce que vous êtes tous très motivés. Il n'y en a jamais un qui rechigne. Il faut continuer comme ça, parce que dans cette circonscription, on peut évidemment avoir une très bonne surprise le soir du 18 juin, et on peut envoyer un député patriote à l'Assemblée nationale, un de plus, avec tous les autres qui seront élus le 18 au soir. Et je pense qu'on sera très nombreux. Ici, aujourd'hui, c'est notre 3e réunion publique. On en fait une autre lundi soir à Coudoux, à 19h, à la salle municipale, à la salle des fêtes, donc vous êtes évidemment tous invités à vous y rendre. Pareil, Coudoux, encore bravo aux militants, parce qu'on a, encore une fois, distribué des tracts à toute la ville. Je sais qu'il y en a qui ont y passé des heures, en plein cagnard. Bravo à vous, parce que ça ne devait pas être facile. Et surtout, mercredi prochain, on a le grand meeting de cette campagne avec Marion Maréchal Le Pen, qui vient me soutenir à Salon de Provence. Ça sera à la Manajaume, donc c'est à côté du château de Richebois sur la route des Guerres. Et ça sera un grand moment. C'est une des dernières occasions pour nous tous de la voir en meeting, avant qu'elle ne se retire. Mais je pense que c'est un événement à ne pas rater. Et je vous conseille de vous y rendre, parce que si le temps est de la partie, il le sera, j'en suis sûr. Heureusement, il pleut aujourd'hui, donc c'est de bon augure pour mercredi prochain. Ça sera un très grand meeting, une très grande réunion publique pour ces élections législatives. Concernant la campagne, je pense que vous avez des tracts sur les chaises, il y en a d'autres qui sont à disposition sur la table là-bas. Vous avez compris le message principal. Nous sommes évidemment, nous le Front National, la seule opposition viable à Emmanuel Macron. Pourquoi la seule opposition viable ? Parce que les autres qui se prétendent de la future opposition à Macron, ce sont les Républicains, le parti dit des Républicains. Donc ce sont ceux qui, à 20h02, avaient déjà appelé à voter pour Emmanuel Macron. J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut voter pour quelqu'un si tôt et pourtant se situer dans l'opposition. D'ailleurs, M. Barouin nous a bien expliqué que déjà, ils étaient en train de se mettre d'accord entre eux pour se désister, pour faire un grand barrage républicain. Écoutez, le vendu, mais c'est pas le seul, il y en a des pires. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas bien, les Républicains, parce qu'ils veulent s'opposer à Emmanuel Macron, mais en même temps, il y en a 3 ou 4 qui sont au gouvernement, les Républicains. Et pour le coup, il y en a qui sont bien vendus. Hein. Bruno Le Maire, monsieur 2% à la primaire qui récupère un secrétariat d'État au pot cassé. Bon, j'espère que ça lui fera très plaisir, ça fera bien sur le CV, mais c'est pas ça qui va nous permettre de changer le destin de notre pays, évidemment. Et de l'autre côté, on a donc LREM, c'est le nouveau nom du parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. D'ailleurs, c'est très amusant, parce que LREM, c'est le nouveau UMPS quelque part, hein. C'est Les Républicains En Marche. Encore une fois, les deux vont bien ensemble. Et tout ça pour vous dire que... alors, il faut peut-être fermer la porte, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, non ?
Oui, il pleut rarement chez nous, mais quand il pleut, on le sait au moins. On est au courant, on ne peut pas y échapper. Mais au moins, ça prouve bien que les Républicains, ils n'ont qu'un seul adversaire. Et c'est absolument pas la politique d'Emmanuel Macron. C'est le Front National. Grand bien leur face. S'ils pensent que l'augmentation de la CSG n'est pas un problème, eh bien alors qu'ils la votent. S'ils pensent que faire un grand autoroute de l'immigration entre l'Europe et l'Afrique, comme le promet Emmanuel Macron, eh bien qu'ils le votent aussi. Parce que c'est ça le programme d'Emmanuel Macron, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que c'est l'homme qui a été le conseiller économique de François Hollande, avant qu'il devienne président. C'est l'homme ensuite qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis il a été ministre de l'économie. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit normalement assumer tout le bilan. Et le bilan du quinquennat de François Hollande et d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est 1 million d'immigrés en plus dans notre pays pendant 5 ans et 1 million de chômeurs en plus. 1 million d'immigrés en plus chez nous, c'est comme si il y avait une ville comme Marseille qui poussait au milieu de la France et qui ne serait peuplée que d'immigrés. C'est ça son bilan. Et c'est pour ça que nous sommes le vote utile. Nous, le Front National, les candidats du Front National, nous sommes le vote utile parce que si vous votez pour quelqu'un d'autre, je pense évidemment aux Républicains, si vous votez pour eux, ce n'est pas eux qui vont s'opposer ensuite. Ils vont se mettre d'accord, ils vont faire leurs petits arrangements entre eux, ils vont essayer de négocier, ils vont parler comme nous, ils le font déjà, ils le font souvent d'ailleurs, mais ils vont agir comme Jean-Pierre Raffarin. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont dire qu'ils vont être contre les frontières. Oh non, pardon, je recommence. Je me suis raté. Ils vont dire qu'ils veulent protéger les frontières, mais ils ne vont jamais embaucher des douaniers. Ils vont dire qu'ils veulent réformer l'Europe, mais ils vont se coucher devant Angela Merkel, dès qu'elle commencera à taper un peu trop fort du poing sur la table. Ils vont dire qu'ils veulent nous protéger, qu'ils veulent plus de sécurité, mais ils ne vont pas recruter des policiers. Ils vont dire peut-être qu'ils sont d'accord avec Emmanuel Macron pour faire la grande task force anti-Daesh. La grande task force anti-Daesh a un joli mot. Emmanuel Macron aime bien les anglicismes. C'est un joli mot, mais en fait c'est quoi dans la réalité? C'est 60 personnes qui seront sous ses ordres. Bah écoutez, moi ça ne me rassure pas. Parce que pour combattre le terrorisme islamiste, il ne faut pas juste 60 personnes sous les ordres de l'Élysée. Il faut 15 000 policiers et gendarmes en plus. Il faut des douaniers, évidemment. Il faut des militaires. Il faut aussi du renseignement. Parce que Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, ont continué à démanteler notre renseignement territorial. C'est pour ça qu'on est au courant de rien. C'est pour ça que nos renseignements sont aveugles, qu'ils ne peuvent pas suivre les terroristes au jour le jour. Il y en a même qui ont réussi à échapper à leur surveillance, alors qu'ils préparaient un attentat. Emmanuel Macron, c'est aussi l'homme qui a fait d'un de ses grands combats politiques la lutte contre la déchéance de nationalité pour les terroristes. C'est-à-dire que celui qui veut nous protéger ne veut absolument pas que les terroristes ne soient plus français, ne fassent plus partie de la même communauté nationale que nous. C'est un choix qu'on peut considérer étrange, parce qu'au-delà du caractère symbolique de cette mesure, et c'est important aussi les symboles. En l'occurrence, on ne veut pas que les gens qui veulent nous assassiner à la terrasse des cafés, ou quand on est en train d'assister aux festivités du 14 juillet, ces gens-là, on estime qu'ils ne doivent plus faire partie du peuple français. Ça, c'est une chose. Mais surtout, si on les déchoit de leur nationalité, ces terroristes ou ces terroristes en puissance, on peut les expulser, on peut se protéger d'eux. Et ça, Emmanuel Macron est contre. Pourquoi? Parce que, apparemment, ça serait scandaleux de retirer la nationalité française à certains. Ça attiserait la haine, apparemment. Moi, je vois surtout que ça permet de nous protéger. Ça permet de ne pas vivre au milieu de gens qui ont des kalachnikovs toutes prêtes dans leur cave, ou qui préparent des camions pour nous foncer dessus quand il y a de la foule, ou qui préparent des attaques contre les policiers. Emmanuel Macron, c'est aussi l'homme qui, évidemment, est contre la double peine. La double peine, c'est tout simplement l'expulsion des criminels étrangers. C'est-à-dire, alors on ne veut pas vivre avec des terroristes, on les expulse,
Mais on ne veut pas vivre non plus avec des étrangers qui commettent des crimes. C'est quand même le b.a.-ba de la sécurité. Eh bien, Emmanuel Macron s'y refuse. Alors que, si on avait appliqué la double peine pendant toutes ces années, pendant au moins ne serait-ce que il y a 2 ans, on aurait pu expulser un terroriste qui a fait 86 morts. C'est le terroriste de Nice. Le terroriste de Nice était un Tunisien qui avait déjà été condamné pour 5 faits de violence ou de délinquance. Et il était toujours parmi nous. Et ça a coûté 86 vies, le soir du 14 juillet 2016. Emmanuel Macron, c'est aussi l'homme qui nous promet le renouveau. C'est vrai, lui, il est nouveau. Il vient d'arriver, c'est un joli hold-up démocratique, entre guillemets, qu'il a fait sur la politique française. Il s'est présenté à une élection avec le soutien de tout le monde, le soutien des médias, le soutien de tous nos grands esprits comme Jacques Attali. Mais pourtant, autour de lui, on est un petit peu loin du renouveau. François Bayrou, Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb, Marielle de Sarnez, tous ces gens-là n'incarnent pas le renouveau. C'est comme d'habitude avec Emmanuel Macron, c'est de la com. C'est des mots en l'air. Il n'y a pas de réalité tangible derrière. Le renouveau, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes la seule opposition et nous sommes aussi le seul renouveau. Parce que nous n'avons encore pas exercé des responsabilités. Nous pouvons ouvrir une nouvelle voie politique en France. Mais surtout, Emmanuel Macron a fait une campagne sur la probité, sur l'honnêteté, sur le respect des lois. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Que Richard Ferrand a fait un montage financier immobilier avec sa femme, où il a piqué dans la caisse des Français. Ah ben non, mais lui, ils le soutiennent. C'est pas pareil. C'est-à-dire que François Fillon, c'était le pire de tous, c'était insupportable, mais s'il est, vous comprenez, s'il est ministre de En Marche, écoutez, ça va, on va pouvoir négocier. Il y a Marielle de Sarnez aussi, qui est mise en cause, là, il y a une enquête judiciaire qui vient de s'ouvrir sur elle, pour la question des assistants au Parlement européen. Il y a François Bayrou, qui vient d'être mis en examen aussi, pour diffamation, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et Emmanuel Macron, c'est aussi l'homme qui est soutenu par l'UOIF, c'est-à-dire que l'Union des organisations islamiques de France, si vous ne connaissez pas, c'est la branche française des Frères musulmans. Les Frères musulmans, c'est une organisation classée terroriste dans plusieurs pays. Eh bien, cette organisation-là, chez nous, en France, a soutenu l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que peut-être qu'il savait qu'il serait un peu plus sympa, un peu plus complaisant. Il faut dire qu'Emmanuel Macron avait bien préparé le terrain. Il s'était engagé sur plusieurs choses, par exemple. Il avait écrit dans son programme, il s'était senti investi d'une mission, et il avait écrit dans son programme « Je refuse une loi interdisant le voile à l'université ». C'est aussi l'homme qui n'est pas contre le burkini. Enfin, en fait, on ne sait pas trop. Il a essayé de s'expliquer, c'est toujours le même sketch d'Emmanuel Macron, c'est il est contre, mais en même temps. Mais en même temps, il est pour, en fait. Il ne s'est jamais prononcé, il n'a jamais soutenu les maires qui avaient interdit les burkinis sur la plage. Emmanuel Macron, c'est aussi l'homme qui a défendu, corps et bien, Mohamed Saou. Mohamed Saou, c'est qui? C'est un référent départemental d'En Marche dans le Val d'Oise, qui était proche du CCIF, qui est une organisation satellite de l'UOIF. C'est un homme qui déclarait qu'il n'était pas Charlie et qu'il ne le serait jamais. Et c'est aussi un homme qui, sur Facebook, likait des publications d'un imam qui avait la particularité d'être un de ceux qui avaient radicalisé certains terroristes du Bataclan. C'est vous dire si Mohamed Saou est un homme bien. Il coche toutes les cases. Mais bien, cet homme-là, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit en off, le pauvre, c'est vrai, il ne savait pas qu'il était enregistré. C'est pour ça qu'il faut toujours dire ce qu'on pense, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Celui qui est allé aussi en Algérie, accuser la France de crimes contre l'humanité. Oui, bah, j'y arrive. Et Emmanuel Macron, pensant qu'il n'était pas enregistré, a dit, il est radical. Non, il a fait des trucs radicaux, mais c'est un type bien.
Donc, en gros, il aime bien des imams qui radicalisent ceux qui vont nous assassiner au Bataclan. Ça va. C'est pas... Ça, c'est dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est aussi, comme tu l'as dit, François, c'est aussi l'homme qui a insulté la mémoire de centaines de milliers de Français, de centaines de milliers de pieds noirs, de harkis, en déclarant en Algérie la colonisation est un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité que dénonce Emmanuel Macron, c'est des hôpitaux, des routes, des ponts, des écoles, une administration, une population africaine qui a été multipliée par 12 en 100 ans. C'est ça le crime contre l'humanité selon Emmanuel Macron. Et c'est là où il est dangereux. Parce que c'est un homme qui, à force de naviguer, à force de dire en même temps, arrive à se faire apprécier de beaucoup de gens très différents d'ailleurs. Mais notamment des islamistes. Il sera demain complaisant avec les islamistes, d'ailleurs dans son programme. Il avait aussi écrit qu'il veut faciliter le financement public de mosquées. Alors, encore une fois, c'est très vaporeux, c'est très évanescent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, tout simplement, déjà, moi j'ai envie de lui répondre que le financement public des lieux de culte, c'est interdit en France. Donc il n'y a pas à le faciliter ou pas. C'est soit vous respectez la loi de 1905, vous respectez la laïcité, soit vous ne la respectez pas. Et du coup, vous changez la loi. Et ça, c'était dans son programme. C'est un peu la grande tartufferie de la gauche. C'est en gros, on a des islamistes, ben on va construire des mosquées. On a des problèmes de chômage, et ben on va créer des emplois aidés. Les emplois aidés, ça n'a aucun lien avec l'économie réelle. Hein. C'est pas ça qui nous crée de la richesse nationale. Emmanuel Macron, je l'ai dit, est dangereux, surtout que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plus de 250 morts causés par les attentats islamistes en France depuis 2015. Il y a eu Charlie, il y a eu le Bataclan, il y a eu le Stade de France, il y a eu Magnanville, où 2 policiers se sont fait égorger, il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray, où un prêtre s'est fait égorger dans son église, par un homme qui était d'ailleurs sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il avait un bracelet. Et il avait le droit de sortir de chez lui entre 7h et 10h du matin. Il en a profité pour aller égorger un prêtre dans son église, dans son office, en train de faire son office. Ça pareil, grand bilan, grand héritage de la gauche socialiste, de Christiane Taubira. Il s'est bien gardé de critiquer Christiane Taubira, il me semble, Emmanuel Macron. Hein. Eh bien, sans les lois laxistes héritées de Christiane Taubira, on aurait pu éviter, peut-être, cet attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray. On aurait pu sauver une vie, la vie d'un prêtre. Il y a aussi le couple de policiers qui s'est fait égorger. Il y a le couple de Magnanville, évidemment, oui, qui se sont fait assassiner devant leur enfant. Et surtout, moi je pense que, voilà, après 250 morts, on ne peut plus se permettre d'être complaisant avec les islamistes. Il faut leur mener la vie dure, il faut leur mener une guerre implacable. Que ce soit ici, en France, chez nous, et aussi là-bas, en Syrie et en Irak. En Syrie et en Irak, a priori, on est en train de gagner. Mais par contre, en France, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Je crois qu'il y a eu une 50aine de mosquées salafistes qui ont été fermées pendant l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Je crois. C'est grosso modo une 50aine. Et on a un exemple, d'ailleurs, sous nos yeux, de cette complaisance avec l'islamisme. C'est le fameux imam de Salon de Provence, à la mosquée des Canaux-Rue. J'aurais bien aimé que la presse soit là, pour que je leur en parle, parce qu'ils m'avaient dit qu'ils viendraient. La Provence, bon, ils ne sont pas venus, ils sont peut-être perdus en chemin, je ne sais pas. Je leur avais proposé de faire une conférence de presse, et ils m'avaient répondu « Non, mais ça ne nous intéresse pas ». C'est-à-dire qu'ils ont un imam islamiste dans la mosquée des Canaux-Rue, à Salon de Provence, mais ce n'est pas un sujet qu'ils considèrent important de traiter. Eh bien, moi, je vais le répéter encore, parce que j'avais monté un dossier là-dessus, je voulais leur transmettre. Même si je ne faisais pas de conférence de presse, je voulais leur donner le dossier. Au moins, ils avaient toutes les pièces clés en main. Il y a donc cet imam qui s'appelle Rachid Amrouchi. C'est l'homme qui va faire la marche pour la paix. C'est l'homme qui va organiser des conférences sur le dialogue interreligieux. Mais c'est surtout l'homme qui invite dans sa mosquée un certain Hassani Hussein. Hassani Hussein, c'est un membre éminent de l'UOIF. C'est quelqu'un qui dit que les attentats en France sont un faux problème. C'est quelqu'un qui dit aussi que les apostats, c'est-à-dire ceux qui renoncent à l'islam, ceux qui ne veulent plus être musulmans, doivent être tués de 12 balles dans la peau.
et c'est quelqu'un qui nie le génocide arménien. Un brave homme, en somme. Eh bien, cet homme-là s'est rendu dans la mosquée des Canaux faire une conférence aux côtés de Rachid Amrouchi. Et pour le coup, c'est dans le dossier de presse, il y a encore le lien sur Facebook et sur YouTube des vidéos de la conférence. Eh bien, rien n'est fait contre lui. Il peut tranquillement prêcher la haine dans sa mosquée. Parce qu'il a des invités sulfureux. Il y a Sadiq Hussein. D'ailleurs, il a été invité à cette conférence par, attendez, je le retrouve, j'ai pas le nom, c'est encore une association. Alors, Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Alors, comme ça a l'air gentil. Admettons, quoi. Eh bien, ce comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens a été accusé d'avoir vendu des cassettes qui appelaient à la guerre sainte et qui appelaient à la mort des Juifs. C'est eux, là, ils sont sous nos yeux, ils sont dans nos villes, mais personne ne s'en soucie, personne ne fait rien. Et Rachid Amrouchi, il a dit dans sa mosquée, l'an dernier, en mars ou en avril 2016, que les femmes qui ne portaient pas de voile devaient être considérées comme des objets. Parce qu'au contraire, le voile leur permettait de se sortir de ça, de ne plus être des objets. Je suis désolé pour vous, mesdames. Vous êtes des animaux de compagnie. Et il ajoutait d'ailleurs, le devoir des musulmans, c'est de ramener les femmes musulmanes vers la religion. C'est-à-dire que si jamais une femme musulmane ose enlever son voile, ose s'émanciper de cette religion, ce qui est tout à fait son droit normalement, eh bien c'est le devoir des musulmans de la ramener. C'est le devoir des musulmans de faire en sorte qu'elle ne puisse pas faire de choix librement. Ça arrive souvent, ces histoires de femmes qui ne portent pas de voile dans la rue et qui du coup se font insulter ou qui sont obligées de le porter par pression sociale ou à cause de leur famille. C'est pour ça que des gens comme Rachid Amrouchi sont des gens très dangereux. Parce que c'est eux qui ensuite créent des terroristes. Les terroristes, ils ne naissent pas comme ça, d'un claquement de doigts ou en regardant des vidéos sur Internet. Ils fréquentent des mosquées. Ils fréquentent des mosquées dans lesquelles on prêche la haine de la France, la haine des Français, la haine des infidèles. C'est nous. Mais moi, j'ai envie de dire aux responsables politiques des Bouches-du-Rhône, de Salon, que je vais continuer à solliciter. Hein. C'est pas parce qu'ils ne reprennent pas l'info encore que je vais m'arrêter. Je vais continuer à pousser le truc. J'ai envie qu'ils montent un peu de volonté, qu'ils aillent se renseigner sur cette mosquée. Moi, le journaliste de la Provence que j'ai eu m'a dit « Mais comment vous savez ça ?» Excusez-moi, hein, je suis allé voir les réseaux sociaux, je suis allé voir Google, et ils m'ont très vite renseigné. Ah, c'est sûr, ça demande un peu de travail. Il faut se les coltiner, les conférences. Mais au moins, on a les infos, on a les infos de première main. Moi, vous savez, je suis un homme simple, c'est-à-dire que je considère que les islamistes, ceux qui préparent des attentats, il faut les expulser quand ce sont des étrangers, il faut les déchoir de leur nationalité quand ce sont des binationaux et les expulser. Il faut fermer les mosquées salafistes. Il faut aller combattre partout, je vous l'ai dit, combattre partout l'islamisme, parce que c'est ça le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui. J'ai perdu une feuille. Et surtout, au-delà de l'islamisme, on a tous ces gens qui ne sont peut-être pas des grands prêcheurs, etc., mais qui imposent la loi islamique dans nos rues. Je vous l'ai dit, il y a les femmes qui sont obligées de porter le voile. Et là, on l'a vu récemment à Paris. À Paris, c'est à la chapelle Pujol, il y a des trottoirs qui sont interdits aux femmes. Parce que on considère que ce n'est pas leur espace. Ça doit être réservé aux hommes. Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Et là, encore une fois, on a eu un grand exemple de ce que c'est la gauche, qui nous a expliqué que si les femmes n'avaient plus le droit d'aller sur le trottoir, parce que les trottoirs n'étaient pas assez larges. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le trottoir ne peuvent pas faire ce geste-là. Vous allez s'écarter pour laisser passer les gens. Non, il manque des éclairages et il faut des trottoirs plus larges. Tout ça est évidemment lié à l'immigration. Ça ne vient pas de nulle part. Et c'est là où je frémis un peu quand j'entends Emmanuel Macron nous expliquer qu'il veut créer des autoroutes de l'immigration entre l'Afrique et l'Europe. Parce que, je ne sais pas ce qu'ils prenaient jusqu'à présent, ceux qui viennent chez nous,
mais les boulevards avaient l'air assez ouverts quand même. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'air très freinés. On l'a vu en 2015, il y a eu plus d'1 million de personnes, plus d'un million de migrants, de clandestins qui sont arrivés en Allemagne. Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une autoroute. Ou alors, peut-être j'ai mal compris Emmanuel Macron. Peut-être qu'il veut mettre des péages. Dans ce cas-là, bon, on peut en discuter. Mais je ne suis pas sûr que ça soit ça l'idée originelle d'Emmanuel Macron, vous voyez. Emmanuel Macron, c'est... alors vous avez compris, je m'en prends à Emmanuel Macron et à chaque fois je présente ce que moi je voudrais. C'est pas juste, je ne fais pas que dénoncer. Emmanuel Macron, c'est aussi l'homme qui veut augmenter la CSG. Alors la CSG, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un impôt qui est prélevé sur nos salaires, c'est un impôt qui est prélevé sur nos retraites, c'est un impôt qui est prélevé sur nos revenus du patrimoine. Eh bien ça, Emmanuel Macron veut l'augmenter. D'ailleurs, son directeur du programme, au moins ça fait quelqu'un d'honnête, son directeur du programme avait dit « il faudra faire des sacrifices et les retraités en feront partie ». Voilà, au moins le message est clair. Il veut qu'on paye encore plus d'impôts, il veut qu'on ait encore moins d'argent à la fin du mois. C'est pas ça qui va relancer l'économie. Relancer l'économie, c'est libérer les entreprises de la pression fiscale, libérer les entreprises de la pression administrative, c'est alléger les normes, c'est baisser l'impôt sur les sociétés pour les TPE et les PME. Parce que ce sont elles, les poumons de notre économie, c'est elles qui créent de l'emploi. Et encore une fois, ce n'est pas les emplois aidés. Et encore une fois, ou à l'inverse d'Emmanuel Macron, c'est pas en copiant le modèle allemand avec des petits boulots payés 2 € de l'heure qu'on va relancer l'économie. Non, ça c'est créer un peu plus d'esclavage. Libérer les entreprises, c'est aussi, tout simplement, encourager les entreprises françaises. Parce que libérer les entreprises du monde, ça m'est un peu égal. Moi, je veux surtout avantager les entreprises françaises. C'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. Ça, c'est très simple, hein. Tous les pays du monde le font. Sauf nous. Sauf nous, parce qu'on n'a pas le courage de taper du poing sur la table à Bruxelles et d'aller expliquer que les traités européens nous désavantagent, se font au détriment de l'intérêt des Français. Et c'est ça le plus grave. C'est pour ça que on doit aller à Bruxelles et surtout on doit imposer à nos dirigeants qu'ils aillent enfin nous défendre. Qu'ils aillent enfin défendre les entreprises françaises. C'est tout bête, hein? C'est tout bête. C'était dans le programme de Marion Maréchal pour les élections régionales. Et on a essayé de le refaire au conseil régional. On a proposé tout bêtement que les entreprises qui bénéficient de l'argent public et qui embauchent des travailleurs détachés doivent embaucher un traducteur pour des raisons de sécurité. Et en fait, c'était aussi pour établir un peu d'équité dans tout cela. C'est-à-dire, vous bénéficiez de l'argent des impôts des Français. Très bien. Mais nous, on veut que si vous n'employez pas des Français, vous payez un petit peu plus d'argent. Ça soit un peu moins avantageux. Peut-être alors que les entreprises, ça sera leur choix, embaucheront un peu plus de Français. Là, je ne vous cache pas que j'ai été un peu surpris quand toute la droite réunie, toute la droite des Christian Estrosi, donc c'est assez large, hein, ça va de l'UDI au MoDem en passant par les Républicains. Alors maintenant, En Marche, parce qu'il y a quelques conseillers régionaux d'Estrosi qui sont En Marche, on ne sait pas trop encore à quoi va ressembler la majorité demain. Et bien tous ces gens-là ont voté contre, par sectarisme, parce qu'ils ne supportent pas qu'on ait raison, parce qu'ils ne supportent pas que nos solutions fonctionnent, et d'ailleurs, elles fonctionnent tellement bien que tout le monde les applique, sauf les Européens. C'est tout bête. Être élu demain à l'Assemblée nationale, c'est évidemment pour vous défendre, pour défendre l'intérêt des Français, pour défendre les intérêts des entreprises françaises, pour défendre le chômeur de Salon-de-Provence, pour défendre l'agriculteur de Grance, pour défendre l'étudiant ou le lycéen qui est à Berlétan et qui ne supporte plus l'immigration parce qu'il la subit tous les jours. Parce que l'immigration, nous on sait ce que c'est. L'immigration, c'est des violences. L'immigration, c'est le racisme anti-français. L'immigration, c'est des banlieues où on ne peut plus rentrer. C'est tout ça l'immigration. Vous défendre à l'Assemblée nationale, c'est aussi évidemment m'opposer coûte que coûte et tout le temps à toutes les décisions délétères que prendra Emmanuel Macron. Mais en même temps, c'est être une opposition constructive.
C'est une opposition qui va proposer des améliorations. C'est une opposition qui sera là pour être des veilleurs aussi, des garde-fous, pour dire à Emmanuel Macron, non, là, vous allez trop loin, là, cette décision est la mauvaise. Et si vous continuez à le faire, si vous décidez de la mettre en œuvre, eh bien nous, on sera là et on vous dénoncera partout. On fera passer le message, on ira voir tous les Français pour leur expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je pense que pour cette réunion, on va adopter un format un petit peu différent. On va passer, je pense, à une petite séance de questions-réponses. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas.